Hello tout le monde. Je fais un peu n'importe quoi là dans, euh, dans les mythes. J'espère que tout marche parfaitement. Salut Jean, salut Quentin, c'est Jonathan. Ah, salut Anto. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, me semble. Bonsoir tout le monde. Euh, Alors, je sais pas si vous avez suivi les candidats un peu. Me spoilez pas parce que j'ai pas regardé aujourd'hui. Je vais regarder le replay juste après là. Mais en tout cas, c'est sympa. Enfin, j'ai regardé hier. Ça commence bien. Je sais pas si vous suivez un petit peu. Salut Mathéo. Euh, Alors ouais, il est 21h, on va peut-être attendre encore une minute. Ça joue pas mal, ouais. Salut Antoine. Est-ce que vous avez un favori là? Moi je pense que je suis pour Prague. J'aime bien ce joueur, mais on verra bien. Je suis pas sûre, je pense pas que ce soit lui qui va gagner, mais j'aimerais bien qu'il gagne. Ouais, Hikaru qui a perdu hier, ouais. Mm. Donc Caruana. Toi Antoine, t'es pour Sindarov, ok? Ouais, non, mais ça va être chouette. Alors 21h01, allez, on va commencer. Donc on va parler un petit peu de l'intuition aujourd'hui. Bonsoir Nicolas et salut Nikos. Euh, donc ouais, donc c'est impossible de tout calculer dans une position donnée, parce que bien sûr, le nombre de variantes, il dépasse largement nos capacités de calcul. Quoique, des fois, dans des positions relativement simples, on pourrait tout calculer, mais en général, ouais, c'est impossible de tout calculer. Et du coup, c'est là que ben, l'intuition intervient. Donc l'intuition, ouais, elle va servir à identifier les candidats et à orienter notre calcul. En fait, c'est un peu comme une boussole. Euh, Alors, faire confiance à son intuition, ça veut pas dire jouer sans calcul. En fait, les deux vont de pair. Et ça, c'est souvent une erreur que les gens font. C'est qu'ils pensent ouais, que des fois, on n'a pas besoin de calculer. Alors que si, tous les grands joueurs, des fois, on dit ils ont joué un coup intuitif, mais ils ont quand même calculé derrière. Ouais, je vais vous donner une citation que j'aime beaucoup sur l'intuition. C'est une citation de Capablanca qui dit: Les bons joueurs ont de l'intuition, les grands joueurs savent quand lui faire confiance. Voilà. Donc du coup, alors qu'est-ce que l'intuition? Alors il y a quelqu'un dans un livre qui s'appelle Beliavsky, il l'a défini comme ça. Bon, c'est une définition un peu d'un dictionnaire, on va dire. Il a dit qu'aux échecs, c'était le traitement subconscient de l'information fondée sur l'expérience. Ah, c'est un peu ça, ouais, l'intuition. En fait, les candidats, bah, ils ne viennent pas comme ça, comme par magie, quoi. Ils vont être basés sur notre expérience. Et en fait, c'est un peu, on va sentir les choses. Ouais, il y a de l'ordre comme ça du subconscient. On va sentir qu'un coup est bon, on va sentir que la position est bien, etc. Ou qu'un plan est prometteur. Ouais, il y a un peu ouais, de l'ordre de l'inconscient comme ça. Et donc, bah, du coup, bien sûr, c'est basé sur la reconnaissance de schémas. Et je vais bon, tout de suite vous montrer un exemple que je vous ai déjà montré d'ailleurs. Quentin, tu lui dis, en ce moment, mon intuition me permet plutôt d'éliminer le mauvais coup. Ton intuition est rarement bonne. Ouais, en fait, l'intuition, ça va être, ouais, c'est vraiment une boussole, quoi. Ça va nous aider à sélectionner les coups candidats et à nous aider à diriger notre calcul, en fait. Et après, ouais, il faut toujours vérifier par le calcul. Et du coup, des fois, ouais, le coup intuitif va pas forcément être le bon. Alors, bon, je vous montre l'exemple. Alors, cette position, vous l'avez déjà vue. Alors, moi, je vous l'ai montré, alors je crois que c'était au trimestre précédent. Et Yannick vous l'a montré aussi. C'est la célèbre partie de Karpov contre Spassky. Et donc, si vous vous souvenez bien, alors bah d'ailleurs, est-ce que vous vous en souvenez du coup que Karpov a joué dans cette position? Alors, après, il y en a peut-être qui n'étaient pas là au premier trimestre de cette année, mais juste pour voir. Donc, c'est au blanc de jouer. Et là, il a joué un coup magnifique, Karpov. Personne ne s'en souvient.
Ah, Nicolas, tu t'en souviens pas? Ouais. Ah, Jonathan, t'as pas vu? Ok, alors bon. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que quand on sait pas trop quoi faire, en général, on essaye de replacer les pièces qui sont les moins bien placées. Et on avait dit, le pion là en C6 coupe les oreilles du cavalier. Et en fait, ce cavalier là, c'est vraiment la pièce la moins bien placée. La partie avec le coup venu de l'espace, bah je sais pas trop. Et donc bah, il a décidé de replacer ce cavalier. Alors en plus, il y a peut-être une menace là sur le pion C2, une menace directe. C'est-à-dire que les noirs menacent peut-être tour prend, fou prend, et cavalier prend C2. Antoine, cavalier E2, bah, le truc c'est qu'en en E2, en fait, le cavalier a toujours les oreilles coupées. Ce pion-là qui lui coupe les oreilles. Et du coup, le coup qu'il a joué, Karpov, c'est cavalier B1. Magnifique coup. Donc en fait, l'idée c'est que si les noirs prennent, et ben, il va reprendre du cavalier. Et le cavalier qui sera très bien placé ici parce que il a beaucoup d'avenir en fait. Soit il va venir en B3, suite C5, la belle case C5, soit il pourra peut-être venir directement en C4 une fois que la dame sera partie. Ou alors il va pouvoir venir aider l'attaque sur l'aile droite. On voit d'ailleurs là qu'il y a un problème hein, sur le pion F7 peut-être, signal faible. Peut-être qu'il va pouvoir venir après en F3 et peut-être, bon, c'est pas, hein, peut-être G5 et venir attaquer le pion F7. Donc voilà pour ce magnifique coup cavalier B1. Ouais, c'est vraiment le coup qui a rendu la partie célèbre. Je vous l'avais déjà montré. Alors je vous montre rapidement la fin peut-être. Alors, dame B7, il a joué un coup prophylactique roi H2. Juste il s'assure qu'en fait il n'y ait pas de problème sur cette diagonale. Peut-être que les noirs à un moment donné vont vouloir venir échanger ce fou de case noire. Donc peut-être des coups, une fois que la tour sera partie, comme fou D8, fou B6, peut peut-être être problématique, donc il joue roi H2, juste vient se cacher. Roi G7, C3, cavalier A6, et là un joli coup d'ailleurs. Ouais, il a décidé de garder les tours. Il a joué tour E2. Faire la place au cavalier. Donc il aurait aussi pu échanger, hein, mais en fait c'est vrai que dans l'idée, lui il reste avec une tour là qui joue pas. Donc autant lui laisser sa tour qui joue pas en fait. On va jouer tour E2 pour laisser passer le cavalier. Tour F8, qui est D2, fou D8 et cavalier F3 finalement. Cavalier qui vient faire une petite pichenette ici. Peut-être il voudra aller en G5, F6. Et cette fois-ci, bon maintenant il n'y a plus trop de problèmes sur la colonne F. Pion F7, faiblesse en F7 a disparu, donc on va changer de plan, on va aller sur la colonne D. Tour D2, fou E7, dame E6, il est venu s'installer. Tour A D8, tour prend D8, fou prend D8, tour D1, cavalier B8 et fou C5. Il y a eu tour H8 et il a conclu joliment d'ailleurs par le joli tour prend D8. Ce sur quoi Spassky a abandonné parce que sur tour prend D8, il y aurait fou E7. Viens attaquer la tour, viens attaquer le pion F6, suivi d'un mat à suivre avec le cavalier qui va venir aussi se joindre à l'attaque. Donc voilà pour cette partie, ouais. Alors je vous remontre juste le moment intéressant. C'est ici, voilà, ce joli cavalier B1. Bon, pourquoi je vous montre ça? Mais juste pour vous dire que, bon, celle-ci, je vous l'ai déjà montré d'ailleurs, cette partie aussi. Donc, dans cette position, c'est une partie que j'ai jouée. Et, euh, et donc en fait là, moi, mon coup intuitif, bah, je vois que le cavalier a les oreilles coupées, hein. On a exactement la même structure que Karpov-Spassky. Mon coup intuitif ici, c'était cavalier B1. Vous voyez, les coups, ils viennent pas de n'importe où, en fait. J'avais cette partie Karpov-Spassky dans mon inconscient. D'ailleurs, je m'en souvenais plus exactement, hein. Je savais plus bah, qu'il avait joué ce coup exactement, qui avait joué, etc. Mais juste, j'avais déjà vu cette partie. Et du coup, ouais, ce coup-là, cavalier B1, il m'était resté. Et donc, j'ai joué cavalier B1. Alors, il faut quand même calculer ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'il faut jamais complètement faire confiance à l'intuition. Et d'ailleurs,
Donc je jouais KI B1, mais j'avais calculé la suite forcée qui arrive. C'est qu'il peut peut-être y avoir quand même un petit problème. Dame B7 qui vient mettre une petite pichenette sur le pion. Pion qui est pas facilement défendable. Alors je peux jouer B3, que je jouais d'ailleurs. Et du coup, Dame B4. Et vient attaquer ce pion. La dame qui vient s'infiltrer un peu. Dame B4. Bon, KI D2, je défends mon pion. Et Dame C3. Attaque maintenant ce pion. Moi j'avais calculé, hein. Vous voyez, il faut quand même calculer parce que si on perd les pions, si on perd les pions de la dame, là, ça va pas, quoi. Donc j'ai joué le tranquille. Et le seul coup d'ailleurs qui donne l'avantage. Le tranquille, tour C1. Bien défendre le pion. Bon voilà, j'ai fini. Bon, je vais pas vous montrer la fin parce que je vous l'ai déjà montré. Mais du coup, j'ai fini par gagner cette partie avec une grosse domination positionnelle. Voilà, tout ça pour vous dire que ouais, les coups, ils sortent pas du chapeau, hein. Là, le KAB1, en fait, il arrive parce qu'on a vu d'autres parties. Et c'est pour ça très important de connaître les parties des grands maîtres, quoi. Les parties du passé. Voilà un peu pour une introduction sur la reconnaissance de schéma. Ouais, donc très important de regarder les parties et aussi le woodpecker que je vous avais montré au premier trimestre est très important pour ça en fait, parce que tous les exercices du woodpecker, en fait, c'est des schémas qui arrivent très très souvent dans toutes les parties. Et donc l'effet de les avoir vus une fois, en fait, ça va rester gravé dans notre inconscient et on va pouvoir après les ressortir. TG4, c'est pas intéressant pour lui. Alors, quand ça? Oui, il perd le cavalier, ouais. Non, je sais pas de quoi tu parles, Anto. Ouais. Après Dame C3. Tour C1. Ah, tu veux tenter KG4? Bah t'as le pion. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu... T'as le pion en F7 en prise. En fait, c'est un peu la même partie que... Enfin, la même structure complètement que la partie Karpov-Spassky. C'est que j'ai la même pression sur la colonne F. C'est exactement la même structure si vous regardez. Et le cavalier, en fait, qui va pouvoir soit venir ici, pas mal, hein, viendra attaquer les deux faiblesses des noirs, soit venir par là et essayer de jouer sur l'aile droite. Vous voulez voir la fin ou... Là, je vous l'avais déjà montré. Si vous voulez, je vous montre la fin de la partie, hein. Euh, Ok, je pense qu'on va passer à oui, un autre exemple. Pardon, vous pourrez retrouver la fin si ça vous intéresse. C'était sur le chapitre améliorer ses pièces du trimestre précédent. Ok, alors je vais vous montrer un peu comment les grands joueurs ont utilisé leur intuition. Alors déjà, je vais vous parler. Bon, cette partie, vous la connaissez, j'imagine. C'est la partie immortelle de Anderson contre Kizeritsky. Alors toujours bien de la revoir cette partie. Alors elle date bah, des années. Alors je sais plus quand c'était Anderson. J'imagine que c'était genre 1850, quelque chose comme ça. Et en fait, à l'époque, bah, il n'y avait pas vraiment de compétition. Et du coup, les joueurs étaient connus parce qu'ils faisaient de belles parties. En fait, ils jouaient surtout dans les cafés et tout. Ouais, Gambirois, ouais, c'est ça. Et le but, c'était vraiment de faire la meilleure partie possible. Et du coup, ils n'hésitaient pas justement à prendre des risques et à jouer des coups assez intuitifs, sans vraiment tout calculer. Et ce qui donnait des parties quand même assez spectaculaires. Alors qu'on retrouve beaucoup moins maintenant, malheureusement, à haut niveau, mais bah, c'est juste que j'ai l'impression que les joueurs maintenant jouent beaucoup mieux. Du coup, il y a moins d'erreurs, il y a moins de parties aussi spectaculaires. Quoique, il y a quand même des belles parties de nos jours aussi. Ouais. Non, là, je vais vous montrer cette partie. Donc, c'était vraiment l'époque, ouais, on appelait l'époque romantique, où les gens jouaient beaucoup de sacrifices et tout, parce que bah, le but n'était pas de gagner la partie, ou était pas de gagner les tournois, le but était juste de jouer la meilleure partie possible. Donc, Anderson contre Kizeritsky. On va se placer du côté des Blancs, du côté d'Anderson. E4, E5 et F4, ouais, Gambirois, exactement. Puis on prend, alors vous allez voir, déjà le début est un peu douteux. Fou C4, bon, pour l'instant ça va. Bon, le Gambirois, déjà c'est un petit peu douteux mais, de nos jours, avec les ordinateurs. Dame H4 échec, Roi F1, et les Noirs ont joué le coup B5. Bon, assez surprenant, mais l'idée c'est
bah, de sortir ses pièces, peut-être mettre le fou sur cette grande diagonale, et d'enlever le fou de cette diagonale où il pourrait peut-être faire pression sur le pion F7. Vous voyez, ils avaient vraiment pas peur de donner du matériel à cette époque-là. Fou prend B5, cavalier F6, développe les pièces, cavalier F3, donc attaque la dame, dame H6, D3, et il a fait cavalier H5. Oui, c'est des coups un peu bizarres, mais je sais pas, défendre peut-être un peu ce pion. Il y a eu cavalier H4, vise la case F5, dame G5. Vous voyez tout ce qu'il ne faut pas faire, hein. On joue pas plusieurs fois la même pièce dans l'ouverture. Cavalier F5, C6. Et là, il n'a pas bougé le fou, il a joué G4. Donc contre-attaque sur le cavalier. Cavalier F6. Et il a décidé de donner le fou. Il a joué tour G1. Tour G1. Donc l'autre a pris le fou. Et bon, il se trouve que cette dame-là a quand même pas beaucoup de cases. Bon, d'ailleurs, vous allez voir, elle va se faire attaquer H4, dame G6 et H5, dame G5. Et les blancs ont joué dame F3. Bon, là, déjà un peu problématique pour les noirs, parce qu'on menace F4 qui gagnerait la dame. Et du coup, les noirs n'ont pas trop le choix, là, déjà. Ils ont joué cavalier G8. On fait la place pour la dame, mais ben, du coup, on voit que maintenant, il n'y a que la dame qui est développée. On va la mettre en vert, et toutes les autres pièces, ouais, sont pas développées. Fou prend F4, dame F6 et cavalier C3. Alors, les blancs ont quand même une pièce de moins, hein, donc bon, il faut jouer de manière assez agressive. Il y a eu fou C5. Et là, il a joué le coup cavalier D5. Alors, je pense qu'à partir de là, il a vu. Ouais, il a dû anticiper la fin de la partie. Cavalier D5. Dame prend B2. Et il a joué le coup fou D6. Donc, sacrifie toutes les pièces. Sacrifie les deux tours. Mais le but est juste de mater le roi noir. Donc, écrit noir, il a pris en géant. Et là, il a joué un très très fort coup. Il a joué le coup E5. Alors l'idée, c'est il a envie de prendre le pion en G7 et donc il coupe la connexion de la dame et du pion G7, coupe la défense de la dame. Il y a eu dame prend un échec, roi E2. Et, euh, et là, Kizeritsky, il a joué un coup bah, assez intéressant. Il a joué cavalier A6. Alors c'est quoi l'idée? C'est que sur quai prend G7, qui a été joué d'ailleurs, quai prend G7, roi D8, il n'y a plus de fou C7, échec et mat. Il y avait des fins. Ok, et là, je vous laisse réfléchir. Quel coup a été joué dans cette partie, dans cette position? Ouais, Ranto, si dame prend 1 au lieu de fou prend G1. Ouais. On va voir après, ouais. Et ouais, Nicolas, bien joué, ouais. Dame F6. Bon, c'est ce sacrifice de dame qui fait rentrer la partie dans l'histoire. Dame F6 et qui prend F6. Obligé. Fou E7, échec et mat. Ouais, il fallait dévier le cavalier, exactement. Fou E7, échec et mat. Un joli mat de pièces mineures. Donc là, c'est quoi? Et les noirs ouais, ont une dame, deux tours et une pièce de plus. Mais du coup, ils se font mater avec les trois pièces mineures. Donc voilà pour cette partie immortelle. Alors, on va revenir un peu sur certains passages. Parce que ben, quand on la voit comme ça, en fait, on a l'impression que c'est une partie extraordinaire. En fait, il y a quand même énormément d'erreurs dans cette partie, je vous ai dit. Ouais, c'était l'époque où bah, les gens jouaient forcément moins bien que maintenant. Mais heureusement pour nous, d'ailleurs, qu'ils aient fait des erreurs. Le jeu demande erreur.
Et sinon, bah, cette partie serait pas aussi célèbre, simplement. Et donc, alors on va revenir ici. Donc après tour G1, alors je vais vous montrer un peu ce que l'autre aurait dû faire. Ici, ouais, déjà, il doit pas prendre la pièce. Il doit jouer H5. Donc juste se fait un peu des cases pour la dame. Donc, par exemple, H4, dame G6. Bon, là, il n'y a plus de H5. Il vient attaquer la dame. Et bah, du coup, les noirs sont mieux. Parce que le roi blanc peut se retrouver faible. Donc ça, déjà, c'était mieux pour les noirs. Alors après, pion prend H4, H5. Ouais, jusque-là, c'était bien. Fou C5, ouais. Alors là, il se trouve que les blancs pouvaient gagner vraiment beaucoup plus simplement. Ils ont joué le coup qui avait D5. En fait, il y a le coup de D4 qui gagne de manière assez simple. Parce que bah, fou prend D4. On a cavalier. D5, j'ai attaqué la dame qui peut plus rester à la défense du fou. Et du coup, on va récupérer notre pièce. Et puis, on reste avec une grosse attaque. Donc, les blancs gagnent. Mais du coup, ouais, il a préféré le plus compliqué et plus joli cavalier D5. Dame prend B2. Et là, en fait, il a joué un coup qui ne gagne même pas. Euh, En fait, on a montré qu'il y avait trois coups qui gagnaient. On va pas rentrer dans les détails, mais il y a D4, fou E3 et tour E1 qui gagnent. Et le coup qu'il a joué, fou D6, ne gagne pas. Et justement, ouais, c'est à cause de la variante que tu nous as donnée, Ranto. Là, il aurait dû jouer dame prend A1 avec les noirs, roi E2 et dame B2. Bon, c'est assez difficile à trouver, mais on gagne un temps sur ce pion, en fait. Donc les blancs, pardon, sont obligés de le défendre. On va dire roi D2. Et là, maintenant, on prend la tour. Et sur E5, non, les noirs peuvent. Bon, c'est des variantes assez compliquées, quand même. Ils peuvent se défendre pardon, avec fou A6, qui est C7, roi D8. Dame prend A8. Je vous montre la variante d'ordi. Fou B6, dame prend B8. Fou C8, qui est D5, fou A5, roi E3. Dame prend C2. Et dame prend A7, avec une position égale selon l'ordinateur. Bon, voilà ce qu'il fallait jouer pour les noirs. Euh, donc ouais, ce fou D6 là qu'on pense incroyable en fait, mais pas si fort que ça d'un point de vue objectif, on va dire. Mais d'un point de vue humain, ouais, c'est un excellent coup. Fou prend G1, E5. Alors après, je crois que la partie... pardon, je fais n'importe quoi. Je crois que la partie était correcte jusqu'à la fin, ouais. Ouais, et après la fin, donc je vous remontre. Dame F6. Clé prend F6, fou E7, échec. Ouais, pour cette partie. Euh, Donc ouais, juste pour vous dire qu'à l'époque, bah, les joueurs étaient beaucoup plus intuitifs que maintenant. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus calculatoire, notamment avec le champion du monde actuel. Gukesh, qui a un style quand même vraiment basé sur le calcul. Tout est calculé du début à la fin, quoi. Euh, Donc oui, il y a des joueurs qui sont beaucoup plus intuitifs que d'autres. Alors, je vais pas vous montrer les parties de Tal, parce que bah, Yannick en a analysé beaucoup. Et bah, Tal, pour le coup, c'était un joueur très très intuitif. Donc ouais, il y a des styles quand même un peu différents. Euh, alors je vais vous montrer quelques-unes de mes parties. Alors moi, ouais, j'étais très intuitive, on va dire, par le passé. Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup confiance à mon intuition et je pense que j'ai appris avec le temps à justement plus calculer. Et bah, je pense que je suis clairement meilleure maintenant que quand j'étais jeune. Mais après, ça donne quand même des parties très très spectaculaires et je vais vous en montrer une. Alors d'abord, je voulais vous montrer juste cette partie pour que vous compreniez la suivante. Donc, ça aussi, c'est une partie que je vous ai déjà montrée. C'est la partie entre Kasparov et Anand lors de leur championnat du monde en 1995. Et donc, je vous remontre le moment intéressant. Donc, Kasparov a les blancs et il joue fou C2. Alors, c'est le début de la combinaison. Alors, il était préparé dans cette partie.
Je vais vous montrer ce qu'il avait préparé. Donc, fou C2. Alors, il donne volontairement le pion en C3. Dame prend C3. Et en fait, il va pas défendre sa tour. Enfin, il va la défendre, mais il a joué cavalier B3, mais du coup, bon, c'est pas vraiment une défense. Parce que cavalier prend, fou prend. Et donc là, Anand, dans la partie, a joué le bon coup. Il a joué cavalier D4. Mais je vous montrer ce qu'il avait préparé sur Dame prend A1. Bon, peut-être vous vous en souvenez, je vous ai déjà montré ça. Dame prend A1. En fait, il avait prévu Dame H5, échec. Et bon, là, le roi noir ne peut jamais aller sur une case noire. Parce que sinon, il se prendrait des découvertes qui gagneraient la dame. Donc, du coup, il joue G6, Dame F3. Donc, je vous avais parlé de cette partie sur le chapitre quel est l'inconvénient du coup adverse. Je vous avais dit G6. Quel est l'inconvénient, c'est que ça affaiblit la case F6. D'où le Dame F3 pour venir s'installer. Là, le meilleur coup pour les noirs serait cavalier D8. Du coup, on joue Dame F6. On attaque la tour. Tour G8. Fou prend E6. Euh, on attaque la tour. Tour G7. Et là, le joli coup, bah, fou A3. Et l'inconvénient du dernier coup des noirs ne défend plus le fou F8, donc fou A3, attaque et le fou et la dame. Et donc les blancs gagnent. Donc ça, c'était la préparation de Kasparov. Bon, et maintenant, je vais vous montrer la partie que j'ai jouée. Alors, je sais plus quand c'était exactement. Ça devait être en 2013, quelque chose comme ça. Bon, j'avais 18 ans. Et donc, c'était au championnat de France. Et je jouais contre Mahon Vivien, il me semble. Et j'avais les blancs dans cette partie. Alors, une partie qui, globalement, enfin, il n'y avait pas trop d'enjeux pour moi. Bon, c'était le championnat de France quand même, mais je veux dire, c'était pas. Enfin, c'était le championnat, enfin, l'Open du championnat de France, quoi. C'était pas une partie où je jouais pour la norme, ou où je jouais pour un podium au championnat de France féminin ou quoi. Donc, je m'en fichais un petit peu. Mais du coup, tant mieux parce que j'ai joué de manière bah, assez intuitive, justement, assez avec la main, comme ça, sans trop vraiment réfléchir. Et ça a donné une partie assez spectaculaire. Donc, je joue E4, C6, D4, D5, une carocane, pied C3, on prend, pied prend, et cavalier F6. Alors, à l'époque, ce coup était pas trop connu. Alors, maintenant, on le voit quand même de plus en plus. C'est vraiment le coup à la mode. Mais à l'époque, c'était pas connu. Et d'ailleurs, je connaissais pas. Et j'ai joué le coup cavalier G3, qui est un peu bizarre. Alors là, il aurait dû jouer d'ailleurs H5. Essayer de venir profiter de mon cavalier là, qui est pas très très bien placé. Mais bon, il a joué E5, qui est intéressant aussi. Et, euh, et là, j'ai joué Dame E2. Bon, je viens attaquer ce pion-là. Mais bon, je donne un pion quand même. Bon, alors il me l'a pris. Et mon idée, c'était cavalier F3. Moi, je viens attaquer la dame. Et donc, j'avais prévu fou B4, échec. Et là, j'ai joué le coup C3. Donc, il a pris, bien sûr. Fou prend, pion prend, dame prend. Et je vais perdre la tour. En fait, quand j'ai joué cette partie, je crois que j'avais vu juste avant ou une semaine avant, j'avais vu la partie justement Kasparov-Anand. Et bon, ça m'avait donné de l'inspiration. J'ai décidé de donner la tour ouais, volontairement. Donc je joue Dame D2 et il me prend la tour. Bon, alors il se trouve que sa dame est quand même un peu enfermée. Alors je joue Fou C4 et bon là il s'est trompé déjà.
Alors le coup qu'il devait trouver était vraiment pas facile. En fait, il doit sentir que sa dame est en danger, et donc il doit essayer de la sortir de là à tout prix, et il doit jouer dame B1, petit roc. Bon, ça semble quand même dangereux pour les noirs, parce que j'ai toutes mes pièces de développer là, et il doit jouer dame B6, essayer de ramener sa dame un peu en défense, mais bon. Ouais, qui peut jouer des coups pareils? C'est difficile hein, pour les noirs. Il n'y a aucune pièce des noirs qui joue, son roi est toujours au centre. Je peux peut-être faire dame D6, et seul coup pour défendre, dame D8. Ouais, il doit faire ça avec sa dame pour défendre. Pas facile, je comprends qu'il est pas trop. Dame prend E5 et dame E7 avec une position incertaine. Bon, j'ai quand même du jeu pour les blancs, hein. Mais j'ai une qualité de moins, donc une qualité et deux pions de moins d'ailleurs. Donc ouais, il faudra jouer précis après. Bon, après, c'est une autre partie. On joue rien ici. Bon, après, fou C4, il a joué cavalier D5. Vous voyez, globalement, j'avais rien calculé hein, dans cette partie. Il y a trop de coups possibles. J'avais pas calculé grand-chose, mais juste je m'étais dit, bah, ça a l'air intéressant quand même. Sa dame complètement enfermée. Euh, alors j'ai pris ici, on prend, puis on prend, et j'ai joué petit roc. Et je menace fou à 3 hein. Comme dans la partie Kasparov-Anand. Je menace fou à 3 gagne la dame. Donc, par exemple, un petit roc, fou à 3. La dame n'a plus de case. Alors qu'est-ce qu'il peut faire là? Alors il m'a joué D4. Pourquoi prendre avant de roquer? Pourquoi prendre? Parce qu'en fait, cavalier, avec son cavalier ici, il menace de sortir avec dame C3. Pour ça, je le prends. Je le prends et roque. Et comme ça, il n'a pas de moyen avec sa dame de s'enfuir du piège. Donc ici, il a joué D4, justement pour se sécuriser de nouveau la case C3. Et donc on peut se demander aussi ce qui se passe sur E4, en se disant, bah, je me crée une case pour la dame. Alors sur E4, je crois qu'il y a le joli quand même fou à 3. Est-ce qu'il aurait pu jouer dame D1, dame B1, pardon? Dame B1. Ouais, peut-être qu'il peut jouer dame B1 aussi. Alors peut-être ça va retomber un peu dans les mêmes variantes. Je pense que je peux faire fou à 3 quand même. Fou à 3. Et en fait, je vais te manger ce pion, et tu peux pas roquer. T'as le roi au centre. Qu'est-ce que tu fais là, mon cher Anto? Où est-ce que tu vas avec ta dame? Je sais pas, tu vas en B6? Dame B6? Ouais, ok. Alors quel pion je te prends? Peut-être que je te prends celui-ci. J'ai envie de te prendre celui-ci plutôt pour pouvoir mettre ma tour et faire des découvertes un peu pénibles. Si tu fais, qu'est-ce que tu fais? Fou 6 peut-être? Vous voyez qu'il y a trop de choses à calculer. Bien sûr, je n'avais pas calculé tout ça. Juste, je m'étais dit, bah, c'est intéressant, faisons confiance à l'intuition. Fou 6 peut-être dame G5 là. Attaque ça, menace mat. Ouais, ça a l'air chaud pour les noirs, ça. Mais t'as raison, ouais, il peut peut-être jouer dame B1, mais bon, ça m'a l'air bien gagnant quand même pour les blancs. On va revenir. Donc ouais, on peut tenter E4 aussi. E4, attaque le cavalier et fait la caisse pour la dame. Donc fou à 3.
Dame F6, et dame prend D5. Et très fort, donc je mets une petite pichenette quand même sur le pion en B7, bon, de sorte que tu puisses pas trop sortir le fou, je vais prendre B7. Et si tu prends le cavalier, je ramène ma tour. Tour E1, t'es obligé de faire faux 6, et dame prend D7. Et je vais gagner, et je vais au moins récupérer la tour. Et t'as ton roi qui est toujours au centre, peut pas roquer. Ce fou là qui est monstrueux. Donc ça c'est gagnant pour les blancs. Alors dans la partie, il a joué D4 plutôt, pour se faire une case ici. Bon là du coup, ouais, sur fou A3, vous voyez, il a dame C3. Je serai obligée d'échanger les dames, bon ça va pas du tout pour les blancs. Alors, je peux jouer fou A3. J'ai joué dame G5. Quel est l'inconvénient de son coup? Défend plus le pion en E5. Donc dame G5. Il m'a joué dame prend A2. J'ai pris ici. Tour F8. Fou H6. Et ouais, c'est compliqué pour lui, hein. S'il fait du cavalier D7, je vais pouvoir prendre en E5. Il m'a joué dame A3. Vient défendre la tour. Alors j'ai quand même beaucoup de matériel en moins là. J'ai quoi? J'ai une qualité et trois pions de moins, ouais. Mais en fait, il a son roi au centre. Et je sentais que c'était gagnant pour moi. Bah, d'ailleurs, c'est gagnant pour moi, j'ai joué cavalier E4. Je viens m'incruster sur les cases, je me laisse du cavalier F6. Donc du coup, il a fait cavalier D7. Et bah, là, j'ai essayé de dévier son cavalier. Enfin, j'ai simplement pris ce pion en fait. Ok, il prend E5. Il m'a pris. Et il prend. Dame prend. Fou E6. Comment vous faites pour gagner? Ah, il y a potentiellement beaucoup de coups qui gagnent, hein, mais donc on dit là qu'il y a F6, qu'il y a D6. Ouais, ok. Hmm. Alors c'est pas ce que j'ai joué, mais je pense que ouais, cavalier F6 doit être pas mal aussi, hein. Moi j'ai joué ici Dame C7. Dame B5 échec, ouais. Alors je pense que tout gagne, hein, simplement. Dame B5, ça a l'air très fort aussi. J'ai joué Dame C7. Je mets ce cavalier F6 mat. Et je mets peut-être des cavaliers D6 aussi. Il a joué fou D7. Et j'ai joué tour E1. Ramène ma dernière pièce à l'attaque. Et il a abandonné dans cette position. Bah, il peut rien faire. Cavalier F6 au prochain coup ou cavalier D6, mat imparable. Voilà pour cette partie. Donc, ouais, tout ça pour vous dire que bah, des fois, ouais, il faut juste faire confiance à son intuition. J'avais vu la semaine d'avant la partie Kasparov-Anand et ça m'avait inspiré. Je me suis dit que j'allais jouer un peu dans le même esprit. Et donc, si je reviens, où est-ce que c'est? Ouais, là, donc, cavalier F3, fou B4, ouais, je me suis dit, je vais donner la tour. Et c'est pas mal en vrai. Mon ordi, il valide mes coups. Et ouais, jouer à grosse attaque contre le roi.
Et sa dame ici qui est mal placée. Ouais, pour cette partie. Si tu comprends bien, même s'il avait joué les bons coups, la partie était égale. Ouais, donc là, donc ici, il a joué qu'il y avait D5, j'ai dit erreur. Il aurait dû jouer à la place dame B1 et la partie. Alors, qu'est-ce qu'il dit, l'ordi? Ouais, il dit les blancs sont quand même légèrement mieux, ouais, plus 0,5. Mais ouais, à peu près égal. En position incertaine en tout cas. Avant ton il faut regarder les parties de coach ici pour développer son intuition. Ça dépend lesquelles. Incertaine, oui. Ok, alors je vous montre une dernière partie. Alors celle-ci elle est magnifique. Oups. Ah, j'espère que vous n'avez pas vu. Donc c'est une partie entre Robert Fontaine et Maxime Vachier-Lagrave. Donc Robert Fontaine qui est un ancien très fort grand maître français. Bon, il joue plus trop maintenant. Je crois qu'il joue même plus du tout. Et MVL, donc c'était une partie je crois que c'était en 2006 ou 2007. Bon, il avait 16 ans. Et vous allez voir, je pense que c'est une de ses meilleures parties à MVL. Ok, on va passer le début rapidement. Bon, déjà, on sent l'ambiance. C'est qu'il joue une agressive variante hollandaise, variante Leningrad. Voilà, qui a C6, donc il y a encore un coup assez agressif d'ailleurs, qui a C6, B3. On va pas passer de temps sur la théorie, mais E5, puis on prend, D prend, fou à 3. Et là, il a déjà joué un coup assez intéressant, mais pareil, je pense qu'il n'avait pas calculé grand-chose en fait. Donc la tour est attaquée, et il l'a laissé. Il l'a laissé, il a joué E4. Donc il est malin, hein, viens ouvrir le fou. En plus, il se dit s'il prend la tour, bon, ce que l'autre a fait d'ailleurs, fou prend, dame prend, et ben maintenant il a un fou noir monstrueux. Un fou de case noir monstrueux. Sur cette diagonale, il y a eu cavalier, D4, qui prend D4, dame prend D4. Bon, on sent qu'il y a peut-être des problèmes là sur cette diagonale. Alors pour l'instant, on peut pas trop faire de découvertes intéressantes, parce qu'il y aurait l'échec en D5, mais du coup il a joué fou E6. Alors menace maintenant vraiment, cavalier D5, joué sur, sur cet alignement ici. Donc l'autre a joué dame D2. Et, euh, et là, Maxime a joué H5. Bon, il va essayer d'attaquer le roi blanc. C'est un peu un coup qu'on jouerait en blitz. H5, H4. Lui, il a joué dans une partie à cadence classique. Un coup assez intéressant, H5. Tour AD1 et H4. Et bon, là, Robert Fontaine a fait une petite imprécision. Il a joué dame G5, alors qui a l'air très intéressant, hein, dame G5. Ça attaque ce pion, ça attaque ce pion. Mais l'idée de Maxime, c'était roi F7. On vient défendre le pion. Et bah, laisse le passage pour la tour sur la colonne H. Pour venir attaquer le roi des Blancs. Et l'idée d'ailleurs sur dame prend H4, assez malin, c'était fou H6. Et venir, un peu comme dans la partie immortelle d'ailleurs, qu'on a vu tout à l'heure, venir profiter du fait que cette dame ait très peu de cases. Et ouais, essayer de jouer G5, dame H3, F4 et venir gagner la dame. Donc ça, c'était son idée. Alors l'autre, il a pas pris en H4, du coup, il a eu un peu peur. Il a joué dame F4. Il a attaqué le pion en C7. Dame C5. Et cavalier B5. Bon, ça a l'air quand même bien pour les blancs, hein, cette histoire. Ils ont une qualité de plus. Ils menacent cavalier prend C7. Suivi de cavalier prend E6, échanger des pièces.
Bon, si les blancs arrivent à échanger quelques pièces, ils seront complètement gagnants. T'as déjà plein d'interrogations dès l'ouverture. Les blancs ne pouvaient-ils pas attaquer le pion C7 via cavalier D5 ou cavalier B5? Tu veux dire à la place de quel coup alors? Parce que du coup, oui, ils viennent l'attaquer avec cavalier B5. Alors si je reviens un peu en arrière, peut-être peut-être ici. Je sais pas quand tu voulais l'attaquer en fait. Parce que là, t'as le cavalier attaqué. Là, je menace cavalier D5. H5 peut-être ici. Cavalier B5. Alors oui, tu peux essayer, hein, mais ça va revenir un peu comme dans la partie, finalement. Alors là, bon, tour AD1, bon coup, hein, viens mettre la tour sur la colonne ouverte. H4. Et là, oui, peut-être il aurait dû tenter des cavaliers B5. Dame F4 directement, parce que oui, je t'ai dit Dame G5. Un peu une imprécision, parce que du coup, il laisse Roi F7. Roi F7, en fait, qui est une amélioration. On dirait le roi est pas très bien placé ici, ce qui va peut-être se faire attaquer après avec Dame F4, Dame France C7. Mais en fait, le roi est mieux ici parce qu'il va laisser passer la tour. Donc ouais, il lui a laissé... Robert Fontaine a laissé Roi F7 gratuit à Maxime. Dame F4, Dame C5, cavalier B5. Donc là, ouais, il vient faire pression sur ce pion, mais il aurait peut-être dû le faire avant, ouais, t'as raison. Et, euh, et là, il a joué H prend G3. Bon, pareil, hein, on se dit... bah, en fait, c'est une décision purement intuitive. Et on a l'impression que les blancs sont complètement gagnants ici, après Dame prend C7, qui échange les dames. Mais il se trouve que c'est pas si simple, hein. Dame prend C7 serait en fait un coup un peu douteux. Dame prend C7, Quai prend C7, et le problème c'est que les noirs ont G prend F2 intermédiaire. Et bon, déjà, comment reprendre? Bon, si tour prend F2, on va jouer tour H8. Et en fait, ouais, les pièces qui sont un peu bizarres là, alignement ici, peut-être on va pouvoir poursuivre par fou H6, fou E3, le cavalier qui peut venir et tout, attaquer le pion H2, tout ça. Et en fait, Maxime, j'imagine ici, a pas calculé grand-chose. Il s'est juste dit, les faiblesses sur case noire sont trop problématiques. Fou de case noire ici est beaucoup trop fort. Ce qui est pas... Ouais, moi, j'aurais pas pensé ça, tu vois. Mais lui, peut-être avec son expérience à lui, des parties qu'il avait dû voir et tout, il s'est dit, ouais, en fait, c'est très dangereux pour les blancs. Nicolas, au lieu de dame G5, n'était-il pas intéressant pour les blancs d'ouvrir la colonne F en attaquant le pion en E4? Alors après, à la place de dame G5, tu voulais jouer... Ah, si tu voulais jouer F3, peut-être? Ouais, F3. Euh, Alors peut-être c'est pas mal. F3, par contre, t'affaiblis le pion en G3. Alors, je sais pas comment on pourrait profiter de F3. Peut-être pion prend. Après, comment on fait? Toujours aussi la diagonale, hein. Je sais pas si c'est intéressant. Enfin, je sais pas. Non, mais il aurait peut-être pu faire ça aussi, c'était peut-être intéressant. Et c'est vrai que, globalement, t'ouvres les diagonales noires, celle-ci, celle-ci, alors que les noirs ont un fou de case noire. Alors, Anto, t'as du mal à comprendre pourquoi il n'est pas totalement perdant, malgré sa qualité de moins. Tu veux dire quand? Avec... Oui, je comprenais pas la phrase. Avec sa qualité de moins. Mais si, on a l'impression qu'il est complètement perdant. Mais... Donc si je reviens dans la position ici, là, Dame prend C7. Donc oui, après tour prend F2. Oui, la qualité de moins, mais c'est juste que les deux fous sont trop forts. Regarde, ce fou, qu'est-ce qu'il fait là? Ce fou est bloqué par les pions. Euh, le roi est faible, mine de rien. Toutes les cases noires sont faibles, c'est-à-dire que tu as des idées de fou H6, fou E3. T'as le cavalier qui va venir, t'as la tour qui est active, toutes les pièces des noirs sont actives. Et les blancs, qu'est-ce qu'ils font? Il va y avoir une grosse attaque en fait sur le roi. Mais oui, en fait, c'est difficile à comprendre. Parce que bah, nous, on se dit, ouais, on a juste une qualité de moins en fait. Mais lui, il va plus loin. Lui, il se dit, oui, j'ai une qualité de moins, mais regarde mes pièces.
En fait, ce fou-là, il est largement supérieur à cette tour, par exemple. Alors attends, là, c'est au noir de jouer. Donc tour H8, je vais prendre ici. Je te reprends. Comment tu joues? Comment t'actives ce fou? Je me laisse des trucs comme ça, là. Je me laisse des trucs comme ça. Pardon, comme ça. C'est pas évident, hein? Je me laisse ça de te prendre là. Alors, si on revient ici, après G prend F2. Donc là, on a vu s'il prenait la tour. S'il prend du roi, bah, ça va être un peu les mêmes problèmes, hein. Tour C8. Ok, prend E6 et qu'il y a G4. Roi G1, roi prend E6. Et là, c'est un peu la même chose. C'est ce cavalier et ce fou sont trop forts. Ce fou fait rien. La tour va pouvoir s'activer via la colonne H. Et ouais, les noirs sont complètement gagnants ici. Déjà, comment tu fais pour parer cavalier E3? Bon, je vous montre tout ça, mais ça, c'est un peu une variante annexe. Donc ici, ouais, après H prend G3. Du coup, il a compris avec les blancs que s'il prenait en C7, qu'il échangeait les dames, ça a l'air bien hein, pour les blancs. Mais en fait, non, c'est pas du tout bien. Parce que son roi va se retrouver trop faible, les cases noires vont être trop faibles. Et donc ça n'irait pas pour les blancs. Et du coup, ici, il a compris que bah, il fallait pas prendre en C7 et il a repris ici. H prend. Donc, du coup, maintenant, le pion est réellement attaqué. Il a défendu. Tour C8. Euh, Bon, là, ensuite, les noirs vont sans doute chasser ce cavalier et après venir s'activer sur la colonne H. Le cavalier qui peut venir, le fou qui peut s'activer aussi peut-être par là ou même par là. Bon, du coup, avec les blancs, il a décidé d'anticiper un peu. Il a joué cavalier D4. Donc, attaque le fou, fou D7. Et il a joué G4. Euh, donc, il n'est pas très bon. Mais en fait, son idée, c'était donc cavalier prend G4. Euh, alors, bon, il y a plusieurs possibilités pour les blancs. Je sais pas trop ce qu'il a loupé. Sur fou prend E4, déjà, qui a l'air intéressant. Prend E4, en fait, ça n'irait pas. Est-ce que vous voyez pourquoi? Mais non, pas fou prend D4, justement. Parce que fou prend D4, mais ouais, tour prend, dame prend, et fou D5. On vient gagner la dame. Mais du coup, là, il y a le joli fou intermédiaire. Ou E5. Yes, bien joué. Fou E5, dame bouge. Et maintenant, fou prend D4. Bon, il n'a pas joué fou prend E4. Mais il a joué un coup aussi assez intéressant, c'est cavalier prend F5. En se disant, bah, j'attaque le fou. Donc tu peux ni prendre du pion, ni prendre de la dame. Donc il est obligé de prendre du fou. Et tour D5. Bon, ça a l'air intéressant pour les blancs. Il y a des choses assez pénibles. Bon, attaque la dame, attaque aussi le fou. Ce tour prend, pion prend, dame prend, récupère le cavalier derrière peut-être. Ou peut-être, je sais pas, fou prend E4. Bon, position compliquée. Ou d'ailleurs, attaque la tour aussi. Bon, et là, il a joué un coup très très intéressant. Et en fait, il l'a dit que, en fait, il savait pas si ça fonctionnait ou pas. Mais juste son intuition l'a conduit à le faire. Et il a joué Dame prend D5.
Et vous allez voir, c'est impossible de tout calculer derrière. Juste, il a été guidé par son intuition. Dame prend des 5, donc pion prend. Et donc, quel est le matériel là? C'est euh, c'est deux pièces mineures contre dame, simplement. Cavalier fou contre dame. Et juste, il s'est dit, je vais avoir beaucoup d'attaques sur le roi. Donc, fou de 5. Voilà. Dame C1. Et fou H2, échec. Roi H1, tour H8. Bon, mais c'est pas sûr qu'il y ait un mat, en fait, finalement. Bon, Robert Fontaine a joué dame C4. Bon, on tente de se mettre en face du roi, peut-être. Essayer de faire des coups comme D6. Il a joué fou D6, échec. Roi G1. Peut-être qu'il s'est dit ça, hein. Il s'est dit au pire, j'ai la sortie de secours. Fou H2, roi H1. Et répète les coups. Ouais. Mais là, il a joué un coup très très fort. Parce qu'en fait, il a envie de jouer des coups comme E3. Bon, viens ouvrir un peu la position et tout. Mais du coup, sur E3, il y a peut-être des coups comme D6 et contre-jeu. Du coup, il a joué B5. Il enlève la dame de cette diagonale, simplement. Dame prend B5. Et maintenant E3. Donc il y a eu fou F3. Quel prend F2. Alors, faut toujours faire attention au matériel. Enfin, il faut toujours bien compter. C'est-à-dire que les blancs ont du matériel en plus. Et du coup, ils peuvent se permettre d'en rendre. Donc toujours avoir ça en tête quand on calcule. Si F prend E3. Si F prend E3. Ouais, qu'est-ce qu'il voulait sur ça? Est-ce qu'il voulait un truc comme ça? Ça marche ça ou pas? Il voulait peut-être un truc comme ça. Alors l'autre peut rendre du matériel. Oui, mais en fait, ouais, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, il peut pas rendre une tour sèche. Parce que là, il a bah, du coup tour et deux pièces contre la dame. Donc les noirs ont l'avantage matériel. Donc oui, s'il doit rendre la pièce, c'est une qualité et pas plus. Sinon, il va se retrouver mal. Donc oui, ça, tu peux pas. Tu te prends le truc là. C'est ça qu'il a joué. Fou F3, qui prend F2, et du coup, il a donné la qualité. Tour prend F2, E prend F2, roi G2. Et là, il a joué un coup. Ouais, c'est pas le coup là qui est joli, mais en fait, il a vu la fin à partir de ce moment-là. Il a joué fou G1, et vous allez voir, il a calculé la suite. Donc, les blancs ont joué dame C6. C'est de trouver du contre-jeu. Et ouais, est-ce que vous avez. Enfin, je vous laisse réfléchir, je vous laisse calculer. Là, il y a un mat forcé. Fou H3, bah, fou H3, ça doit gagner aussi, ouais, mais il faut faire attention parce que tu peux te prendre le contre-jeu. Fou H3, roi G3, qu'est-ce que tu fais? F1 dame, tu vas te prendre dame prend C7 et tout, et peut-être échec perpétuel d'ailleurs. Je vois pas comment t'empêches.
Les échecs. Donc ouais, non, pas fou H3. En donation, et ça commence par tour H2. Tour H2, roi G3. Bien joué Nicolas, ouais. Promotion cavalier. Ce coup-là qui est magnifique. Promotion cavalier, échec. Roi F4. Donc là, non, pas fou E3 Ranto parce qu'il a la case E5. Mais du coup, tour H4. Donc là, si tu vas en E5, là c'est mat. Avec fou D4. Échec et mat. Donc dans la partie, il a été en G5. Fou E3 maintenant. Roi prend H4. Ah, c'est magnifique. Vraiment incroyable. Roi prend H4. G5 échec. Roi H5 obligé. Et cavalier G3. Et les blancs ont abandonné. Parce que sur roi H6, il y a G4. Échec et mat. Ouais, incroyable. Incroyable cette partie. Et vous voyez que, bon, à la fin, c'est du vrai calcul. Je veux dire, si on revient ici, bon, là, là c'est du calcul. Donc, je vous remontre. Tour H2, roi G3, F1, cavalier. Roi F4, tour H4, roi G5, fou E3, donne la tour. Pour G5, roi H5, cavalier G3, roi H6, G4, échec et mat. Donc ça, c'est du vrai calcul. Enfin, du vrai calcul. C'est du calcul pur. Et par contre, bah, il y a aussi des décisions qui étaient complètement intuitives. Alors, à commencer par, que je le retrouve, par ce coup E4 ici, donne la qualité. Puis ensuite, ici, après tour D5, le coup de dame prend D5. Euh, on peut clairement pas tout calculer après. Ouais, la fin est trouvable, mais ouais, il faut arriver jusqu'ici déjà. Et puis, il faut avoir confiance. À quel moment MVL a-t-il eu un avantage? Euh, alors, quel moment il a eu l'avantage? C'est une bonne question. Alors ici, ouais, là, après G4. Après G4, il a un avantage. Euh, Dame prend D5. Ouais, bon, un avantage, ouais. Non, c'est à peu près égal. C'est à peu près égal. Donc ouais, jusque-là, tout est à peu près égal. Et j'ai du mal à dire où est-ce que... Ah, ici, la vraie erreur. Ouais, ici, c'est... Ok. Ici, c'est la vraie erreur, mais trop dur à trouver. Bon, là, j'ai mis l'ordi, mais... il fallait jouer roi F1. Bon, ça, c'est trop dur. Beaucoup trop dur, parce qu'on a l'impression que tour H2 va gagner, va se mat. Et sauf qu'il y a fou G2, apparemment. Wow. Fou G2, tour prend G2. Et on reprend pas, hein, parce qu'on se fait mater. Enfin, on se fait mater. Fou H3 et dame, et ça va être mat. Mais du coup, apparemment, il y a dame C4 qui permet d'avoir trop de jeux. Dame prend F7 ou D6 ou je sais pas. Bon, c'est trop dur. Impossible à trouver. Donc, ouais, la vraie erreur ici, c'est le dame C6.
faut jouer droit et fin. Sinon, c'est à peu près égal, tout le long. Euh, Ouais, coup de défense dame C4, c'est trop. Complètement. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, là, ces jolies parties. La semaine prochaine, eh ben, on va faire comme au trimestre précédent, on va s'entraîner. On va faire 1 heure de sprint de problème sur Chesscom. Voilà. On arrive bientôt à la fin de notre trimestre. J'espère que ça vous a plu. Et bah, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous dis à la semaine prochaine, lundi 21h. Ciao, ciao, bonne semaine à tous.